premier moment, il va être consacré à la notion des clientèles. Alors, la notion des clientèles, dans la notion des pratiquants et des pratiquantes qui font du tourisme itinérant, avec des visions autour de quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils demandent, de quoi ils disent qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils n'achètent pas, etc. Et une notion également d'évolution. Est-ce qu'on sent des évolutions? Pour évoquer ces sujets-là, nous allons avoir 3 interventions, d'en gros 15 à 20 minutes. Donc, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois. 12 minutes, 13 minutes, 14 voilà, 12 minutes, 15 minutes max. Mais ce n'est pas pour vous limiter, c'est juste qu'on puisse justement à la fin garder un vrai temps d'échange avec tout le monde. Alors, on va avoir une première intervention de Frédéric Certain, qui est le dirigeant de l'agence Languedoc Nature, sur plutôt les clientèles, vous voyez, sur le côté en recherche de sensations, de défis, les clientèles sportives, etc. Ensuite, on aura une intervention de Laurent Chalvet de Cévennes Évasion Tourisme, plutôt sur la partie nature, autonomie, long séjour, même si vous verrez que dans les interventions, beaucoup de choses se croisent et se recoupent. Et puis, une dernière intervention d'Anne-Chrétienne-Nourry et d'Hubert Pfister, le président de l'association, et tout d'ailleurs sur les chemins de Stevenson. Et là, on sera plus sur les demandes en matière plutôt de services autour de la culture, les hébergements, etc. Est-ce qu'on est OK, messieurs, dames? Prêts? Oui. Est-ce que dans la salle, vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez qu'on commence? Donc, vous en avez marre de m'écouter, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça. Alors, Frédéric Certain, première intervention. Vous avez la zapette, monsieur Certain, à votre main. Vous avez le micro. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis là pour venir témoigner en ce beau colloque de l'itinérance et de ce que ça représente pour nous en tant qu'organisateurs de voyages d'aventure et d'écotourisme au cœur du Languedoc et du Sud Massif central. Alors, Languedoc Nature, donc c'est une agence de voyage créée en 2004. On est spécialisé, comme je le disais précédemment, donc sur l'Occitanie, Languedoc, Sud Massif central, Pyrénées catalanes. On a différentes thématiques qui passent de la rando pédestre au VTT, cyclotourisme, de la multi-activité, des activités nordiques l'hiver, ça tombe bien, l'hiver commence en ce moment, et puis de l'écotourisme, du tourisme de découverte. En termes d'offres, on est majoritairement, on va dire à 80% sur des produits itinérants. On essaye d'être assez impliqué au niveau à la fois territorial. Ça s'est concrétisé par des certifications, notamment à travers la Charte européenne du tourisme durable en 2014. On est tout récemment marqué Esprit Parc National pour 5 de nos produits. Et puis on est engagé dans des associations tournant autour du voyage, de l'écotourisme, à travers VVE, Voyageurs et Voyagistes éco-responsables. Et puis un réseau local héroltais qui s'étend un petit peu géographiquement à travers le réseau donc, Oxygène professionnel de la pleine nature. Voilà pour les présentations. Donc Languedoc Nature, historiquement, est très présent sur l'espace Causse et Gorges du Tarn. Donc nous, ce qu'on a essayé de voir à travers cette destination, c'est bien entendu c'est ce que peut offrir et ce qu'offre ce magnifique territoire. Et de par nos attirances personnelles, on a essayé de développer une offre qui nous semble cohérente avec le territoire. Donc ça s'est traduit donc par la création de séjours rando itinérantes, soit des circuits, soit des traversées en parcours en linéaire, des séjours VTT et cyclotourisme, une itinérance canoë dans les gorges du Tarn, et puis un raid multi-activité qu'on a développé, ça fait plus de 10 ans, donc là on était déjà un peu précurseur dans le thème de la pluriactivité ou multi-activité sur un territoire. Concernant les clientèles qui font appel à nous, on va dire que ce sont majoritairement des clientèles sportives, donc on va dire que ça s'impose à travers les activités proposées, mais elles ne sont pas que sportives, elles sont aussi curieuses et souvent contemplatives. Et ça nous fait chaud au cœur parce que pédaler pour pédaler ou marcher pour marcher, c'est un peu court à notre sens. Bon,
La réalité du marché, alors là, on rentre vraiment dans du formel, du fonctionnel. On est loin de l'émotion. On est sur un marché mature concernant les clientèles pédestres et VTT. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui font appel à nous sont des gens qui ont une expérience, une antériorité dans l'activité. La notion de multi-activité itinérante, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été développée à travers les études, etc. Nous, on est à 100% pour, c'est des choses qu'on pratique, on est très content. Par contre, on le confronte toujours à la réalité en termes de demande, et force est de constater que on remarque que c'est un concept séduisant, mais qui génère des volumes de clientèle peu élevés. Donc, comme constat, on peut dire que nos pratiquants sont plutôt en monoactivité, sans pour autant ne pas se laisser séduire par une pratique d'escalade ou de canoë à l'issue d'un raid VTT ou d'une rando pédestre. Concernant les attentes des clientèles qui font appel à nous, donc il y a première des choses, c'est la simplification, les attentes de ces clientèles pour simplifier leur préparation, et puis veiller bien entendu à un bon déroulé de leur séjour. Donc c'est un service qu'on essaye de rendre le plus efficient possible tout au long du séjour vendu à cette clientèle. Je pense que ce qu'ils apprécient, c'est la capacité que l'on peut avoir à concevoir du produit sur mesure. Au-delà de l'affiche, au-delà des kilomètres ou des dénivelés annoncés, on a cette capacité, parce qu'on connaît bien le territoire, parce qu'on le parcourt, on fait du repérage, on a la capacité de s'adapter à un public plus ou moins sportif, à un public plus ou moins curieux, envie d'aller mettre des petites pastilles d'écotourisme à travers un raid ou une rando. Donc là, le côté alternatif possible par rapport à une offre standard, c'est quelque chose qui est quand même plébiscité. Et je pense que là, c'est tout l'avantage qu'on peut peut-être avoir en tant qu'artisan du tourisme par rapport à des agences qui ont des audiences bien plus fortes et qui sont dispersées sur le territoire national, voire international. Et puis, donc, notre souci, bien entendu, en tant que pratiquant, de développer des services adaptés aux spécificités de l'activité. Alors, quand on rentre un peu plus dans le détail, sur la clientèle randonneur, ce qui est apprécié, c'est bien entendu des étapes équilibrées. Alors, ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a la contrainte hébergement qui vient un peu bousculer ce souhait, cette volonté de développer cet équilibre, mais on essaye d'y tendre au maximum. À côté de ça, il y a tout ce qui concerne le support cartographique, le support de documentation, qui là va être un plus parce qu'on va essayer de donner, on va dire, les clés de compréhension, les clés d'appréciation de la destination, du parcours, du territoire, ce qui va être donné à voir tout au long de cette itinérance. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on investit beaucoup de temps et c'est plutôt bien apprécié. Donc ça passe notamment par les petits post-it qu'on colle sur la carte IGN avec la visite de la ferme qui va bien, l'échange qui va être fructueux et très riche avec la bergère. Donc voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles on va vraiment mettre l'accent. Bien entendu, il y a le service du transport des bagages. Alors ça, c'est pas systématique pour les randonneurs, parce qu'il y a des randonneurs qui sont autonomes de ce point de vue-là, mais ça reste quand même un incontournable en termes de service qu'on va proposer tout au long de nos itinérances. Et puis, il y a l'aspect logistique retour ou logistique aller, dans le cadre des séjours, des parcours en linéaire, qu'il faut intégrer, bien entendu, à l'offre produit. Autre grande clientèle chez Languedoc Nature, c'est la clientèle vététiste. J'ai envie de dire que c'est peut-être la clientèle la plus importante chez nous. Donc, bien entendu, ça va être un soin apporté à l'élaboration de parcours adaptés à la pratique du VTT. L'arrivée du VTT à assistance électrique a renforcé encore plus ce souci.
Bon, heureusement, il y a quand même des parcours qui sont déjà prévus pour ce type de pratique et donc qui facilitent notre travail. Les parcours, les supports cartographiques avec profil des étapes, ça c'est quelque chose qui est très apprécié parce que ça va permettre de gérer son effort tout au long de sa randonnée. Il y a une appétence très très forte sur la trace GPS et des traces GPS précises au maximum. Alors à tel point que maintenant on a des gens quand même qui voudraient s'affranchir des fameuses cartes IGN, mais bon, on maintient quand même la nécessité de la carte IGN parce que la trace GPS peut avoir quelques avaries à certains moments, et sans compter la panne du GPS. Le service d'Est Transport, alors là, c'est transport des bagages, c'est systématique au niveau de la clientèle VTT. Très peu de VTTistes partent en autonomie, ça c'est un constat. Bon, je pense que venir chez un organisateur, ça passe aussi par le souhait d'avoir ce type de service. Donc, c'est quelque chose qu'on intègre systématiquement dans nos offres. La logistique retour, bien entendu, est importante. Donc, il faut développer avec nos partenaires des services adaptés, notamment pour sécuriser les vélos, notamment durant le transport. Et puis, en termes de services au sein des hébergements partenaires, d'avoir un local pour une mise en sécurité totale des vélos, sachant que les vélos ont des coûts de plus en plus importants. Si on s'attache aux conditions matérielles pour un bon déroulé d'une itinérance, on va dire que ça passe déjà à la base par un balisage de qualité, donc un itinéraire qui a été pensé et sur lequel l'itinérant va éviter de se perdre. Autre point très important dans l'itinérance, ça va être l'hébergement et la restauration. Donc on assiste bien entendu à je pense que c'est constaté par beaucoup de professionnels, par une demande qui est de plus en plus forte sur des hébergements de qualité avec un niveau de confort. Donc le gîte d'étape est toujours promu, mais là aussi ça demande quand même quelques adaptations pour certains, à savoir que les chambres collectives doivent être de taille raisonnable. Le grand dortoir de 15-16 places, on va dire que c'est plus trop plébiscité. Autre point important, et ça je pense qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel il va falloir travailler, c'est une restauration adaptée qui tienne compte des besoins caloriques des pratiquants d'activités de pleine nature. Ce n'est pas toujours le cas. On a encore des hébergements qui considèrent de la même façon le pratiquant d'activités de pleine nature, l'itinérant, comme la personne qui arrive en voiture à la chambre d'hôte et qui va consommer la même chose. Voilà, donc ça c'est une petite remarque, mais qui à mon sens a son importance. Autre point important pour le bon déroulé d'une itinérance, ça va être donc la logistique. Donc ça passe bien entendu par des services de transport de bagages fiables, ponctuels. Alors on va dire que nous, en tant qu'organisateurs, on a ce devoir d'avoir des partenaires fiables. Ça, je pense que c'est pas très très original. Après, nous, on essaye de faire le tampon aussi, parce qu'on a aussi des clients qui sont un peu trop exigeants. Ils arrivent à 2 heures et ils ne comprennent pas que le bagage n'est pas arrivé. Donc là, faut temporiser, il faut expliquer. Mais bon, c'est de la médiation, mais c'est pas bien difficile. Le service de transfert pour les randonneurs, VTTistes, cyclos, pour les randos en linéaire. Sur le plan matériel, la location du vélo, c'est quelque chose qui nous est quand même demandé assez souvent, de plus en plus même, pour les gens notamment qui voyagent en train et qui ne sont pas équipés. Donc il faut bien entendu du vélo de qualité, fiable sur l'itinérance, et avec un service d'acheminement et de retrait qui est très apprécié parce que les gens ne sont pas équipés pour revenir au point de départ avec leur monture. Si on s'en tient aux pistes d'amélioration, moi ce que j'ai avant tout envie de dire, c'est que on a quand même un bon socle, un bon niveau au niveau de service sur le territoire.
La question qui reste cruciale, c'est quand même la présence à intervalles réguliers pour pouvoir rendre possible une itinérance, on va dire, confortable. Donc il y a quelques zones qui sont en souffrance. Alors je prends l'exemple là de la Borduresse du Cosméjean qui malheureusement pour l'offre à la nuitée est problématique. Donc ça nous empêche d'aller sur cette partie-là en rando pédestre. Alors peut-être que des appels à projets pourront venir solutionner cette problématique. Sur l'offre produit de la destination, alors moi c'est un constat que je fais, donc je pense que la destination est plutôt bien présentée chez les professionnels du voyage d'aventure, mais avec une forte présence du produit randonnée, et c'est ce qui confère la notoriété à l'espace Causse-et-Gorge du Tarn. Alors nous, c'est vrai qu'on a très tôt travaillé à la diversification de l'offre, parce qu'on pense qu'on peut améliorer l'attractivité du territoire en soulignant tout ce que ce territoire a comme ressources pour rendre possible ce qui a été souligné ce matin, à savoir susciter l'émotion, susciter les passions dans ces activités nature qui nous sont chères. Une piste qui nous semble aussi essentielle, et ça revient à l'appropriation aussi, à l'appropriation du territoire, des parcours par les habitants. Donc je pense qu'on a ce devoir d'enrichir en contenu nos produits itinérants en renforçant le côté, le caractère immersif de ces parcours, et puis en privilégiant la rencontre, les échanges avec les gens qui vivent au pays à l'année. Et puis penser également aux nouvelles générations, les novices, parce que c'est vrai qu'entre convaincus, entre passionnés, entre pratiquants de l'itinérance depuis de longues années, on pense que c'est souvent une évidence, et non, c'est pas une évidence. Donc il faut penser à ces nouvelles générations, à ces primo-pratiquants. Donc peut-être imaginer davantage de la micro-aventure, initier, lever les freins, parce que partir en itinérance, il y a toujours pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est se déplacer, changer de logement, de logement tous les soirs. Il y a une partie d'aventure qui relève parfois de l'impossible. Donc il faut fournir ces clés pour donner accès à ces néo-pratiquants. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai qu'on est là pour améliorer, pour faire évoluer les pratiques, pour être de plus en plus pertinent. Mais je trouve qu'on a une destination magnifique. Enfin, j'ai souligné par quelques caractéristiques qui me semblent importantes. Et ce qui ressort des avis clients que l'on reçoit à chaque fin de séjour, on s'aperçoit quand même qu'on a tout sous la main, sous les semelles, pour proposer le meilleur de la pleine nature dans cette belle région. Voilà mon témoignage. Merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, on peut t'applaudir. Tu as presque tenu le timing. C'est magnifique. Depuis combien de temps Languedoc Nature en activité 2004. Ok, juste une réponse en un mot. On était là on s'intéressait aux clientèles plutôt sportives, etc. Depuis ces années-là, à ton avis, quelle est l'activité ou la clientèle qui a le plus changé, ou qui a le plus évolué, ou que tu as vu le plus arriver? Je veux une réponse en moins de 10 secondes. Les vététistes. Ok, les vététistes. Merci Frédéric. Bien, tu vas passer le micro à Laurent Chalvet, juste à côté de toi. Bonjour Laurent, Cévennes Évasion Nature. Donc, même combat. À vous la parole. Oui, effectivement. Cévennes Évasion, je pense que les Floracois et les gens du coin connaissent bien. C'est automatique tout ça. Ouais, voilà. En fait, je vais vous présenter Cévennes Évasion après la suite de... ça s'arrête pas. Ouais.
En fait, je vais vous présenter la suite de CV Évasion après ce qu'a expliqué Fred. Donc, CV Évasion, en fait, je vais vous faire un rapide historique. Ça a été créé par deux néo-Sevenol, en fait. Donc, que sont... attendez, on va... Je vais la tenir. Ouais, tu me fais passer. Ouais. Que sont Phil Blanchet et Bertrand Leloup. En fait, moi, je suis une pièce rapportée qui est arrivée il y a une vingtaine d'années. Bon, je commence à un peu connaître le coin et à être un peu investi sur le secteur. En fait, c'est une aventure d'une grosse équipe qui s'est constituée au fur et à mesure avec 3 personnes, 3 salariés à l'année. Et maintenant, on est 10 personnes à l'année. Donc les Floracois, les institutions ont du mal un peu à saisir qui est CV Évasion. En fait, CV Évasion, si on revient un petit peu en arrière au tout début, en fait c'est plusieurs entités. C'est des entités qui ont été créées par des amoureux et surtout des moniteurs des activités, que ce soit la spéléo, l'escalade, tout ça. Et donc, tout doucement, on a rajouté des pièces à ce puzzle, en fait. Donc, au départ, on proposait juste de l'activité juillet-août pour des touristes. Et tout doucement, en fait, on a proposé, comme Frédéric, des activités de tourisme et des séjours. Parce que, bon, ben, voilà, les personnes veulent pratiquer un petit peu plus longtemps. Et après, on a rajouté encore d'autres activités. Donc, allez, on va partir sur la fabrication. Ça, c'est une partie de la fabrication de sacs, de la fabrication de pièces en bois. Donc, on est impliqué sur toutes les communes pour construire des aires de jeu. Et donc, en fait, on est chacun un petit peu sa spécialité. Et c'est pas facile à reconnaître parce que même déjà dans la présentation, on dit CV Évasion Nature. C'est pas ça, déjà. En fait, c'est CV Évasion, c'est une société. Et après, il y a CV Évasion Voyage Nature. Donc, c'est une autre société qui s'occupe que du séjour, en fait. Alors, parlez-nous de ça, voilà. C'est en particulier, du coup. Et oui, voilà, c'est pour ça. Donc, CV Évasion Voyage Nature, c'est donc le thème d'aujourd'hui. C'est un petit morceau de CV Évasion avec Bertrand Leloup qui a développé cette partie et Barbara Sac qui s'occupe de cette partie tout au long de l'année. Moi, je suis là pour un petit peu coordonner et donner des idées sur des nouveaux séjours. Voilà. Donc les séjours, on est sur du séjour classique hein, avec le Stevenson. Après, donc le 5e qui traverse une bonne partie du Massif central, de la partie sud. Donc on est sur plusieurs territoires du sud du Massif central. Donc si on enchaîne sur la suite... J'essaie de jongler avec ce diaporama qui veut partir tout seul. Ouais. Il est pressé en fait. Hein. C'est ça. Donc en fait simplement je voulais vous présenter en fait les défilés, la construction d'un itinéraire. C'est-à-dire que par exemple le séjour sur le GR 736, l'idée est venue récemment. Avec Barbara, on s'est posé la question, voilà, on va faire un séjour, qu'est-ce qu'il nous faut au niveau pratique? L'activité, on va partir d'abord sur une activité randonnée à pied, parce que ça on maîtrise, on a l'habitude avec le Stevenson et les autres. Le fil conducteur, évidemment, ça va être le GR, donc l'itinéraire au fil de l'eau. Et après, il y a les choses pragmatiques, en fait. Le transport des bagages, en fait. Nous, on ne peut pas proposer un séjour si on n'a pas de transport de bagages qui fonctionne correctement. On l'a essayé au début avec des taxis, tout ça. C'est pas simple. Il faut se baser sur quelque chose qui fonctionne et surtout qui est très fiable. Même pour de la clientèle différente de la clientèle qu'on a vue avant, qui était plutôt sportive, etc. Là, même pour une clientèle plutôt nature, etc. Oui, nous, notre grosse clientèle, c'est plutôt la clientèle, on va dire, un petit peu plus âgée, qui, justement, a peur d'avoir un retard sur les bagages. Donc, il faut que ça soit très fiable, en fait.
Donc on s'appuie, je crois qu'ils sont dans la salle, la malle postale. Pour nous, voilà, c'est des collaborateurs avec lesquels on travaille qui sont fiables, où il y a la sûreté dans leur travail. Et les hébergements, du coup? Et les hébergements, en fait, c'est déjà des prestataires qui sont impliqués sur le pont de Montvert, avec lequel on travaille, sur Florac, avec l'hôtel des Sources du Tarn. Donc, c'est des Gorges du Tarn, c'est des prestataires qui proposent de la qualité, en fait. Et depuis de nombreuses années, donc, pour nous, la construction de ce produit était déjà bien ficelée. Donc là, on a proposé déjà un petit découpage, en fait, avec une partie Mont-Lozère qu'on connaît déjà, et la partie Gorge du Tarn, on l'utilise sur des circuits existants. Et donc, on va aller un petit peu plus loin que notre territoire habituel, avec le Rosier, Peyrelot, tout ça. C'est des territoires où on n'avait pas l'habitude d'aller, en fait. Donc ça, c'est un petit peu de nouveauté chez nous. Et ce découpage, là, on voit les kilométrages, c'est réfléchi par rapport à ce type de clientèle-là qui peut encaisser ça ou qui... Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, on le voit parce que il n'y a qu'une étape à 25 km et en fait, notre clientèle, 25 km, déjà, c'est beaucoup, en fait. Hein. Et 18, c'est très bien. Entre 13 et 18, c'est très bien. Donc voilà, là, ça, c'est un produit qui peut fonctionner. Donc Saint-Énymie, voilà, j'ai mis un petit peu des images, en fait, hein, avec l'hôtel Burlatis, ça peut être aussi l'auberge du Moulin qui fonctionne très bien. Et évidemment le prestataire, la malle postale, parce qu'on ne peut pas proposer autre chose de sûr que ce type de prestation. Ouais. Ben, on aura Pierre-Yves Le Guen sur l'atelier juste après vous sur de la malle postale qui pourra expliquer ça. Donc on part sur une idée donc d'un séjour qui fonctionne avec de l'itinérance à pied. Et après, on peut proposer à des clients des petits suppléments avec une journée, par exemple, de canoë. Ça peut être proposé même à des tranches d'âge des personnes qui sont très peu sportives. Et après, on peut basculer sur, justement comme Frédéric, sur d'autres séjours avec du multi-activité, tout ça, qu'on propose déjà sur Florac, avec une forme d'itinérance, en fait. Voilà. Donc, on va dire, par exemple, de la spéléologie avec des traces de dinosaures dans les gorges du Tarn, dans la grotte de Castelbouc. Ça peut être du canoë, avec l'eau canoë sur Saint-Énymie, un parcours Saint-Énymie-la-Malène. Et après, ça peut être une belle randonnée sur le sentier des Vertiges au Rosier, en fait. Voilà, ça peut être le genre de produit. Mais pour l'instant, c'est un petit peu nouveau. On va déjà niveler pour faire le séjour en randonnée à pied. Voilà. Et après, le trail, évidemment, comme Gilles Bertrand en a déjà parlé, oui, ça c'est chouette, mais on se rend compte aussi que le trail, c'est bien, mais on est sur des publics différents, en fait. Le Tarn-Vallée, c'est des personnes qui veulent faire une journée d'activité et qui veulent avoir quelque chose de sûr, du balisage, des ravitaillements, quelque chose qui soit bien ficelé sur une journée. Le produit trail est pas évident à proposer sur plusieurs jours, en fait, parce que les clients partir sur plusieurs jours, c'est déjà une grosse aventure pour eux. C'est bizarre parce qu'ils imaginent à pied en randonnée, mais par contre en courant sur plusieurs jours, pour des personnes qui sont sportives, ça leur paraît insurmontable, en fait. Et on a du mal à le faire décoller, en fait. Ok. Canoë ? Voilà, canoë, ça peut être comme on disait, une journée canoë tout au long des gorges. Et ensuite, d'autres idées, on a d'autres idées en stock, mais bon, ça c'est une autre possibilité par la suite. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage, Laurent. Voilà. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Fred tout à l'heure. Ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus. Sur une clientèle, on va dire, plus cool que celle qu'on a vue précédemment, même question. Est-ce qu'il y a un truc où vous vous dites, moi, si je regarde les 10 années passées, là, il y a quand même quelque chose de très nouveau, il y a une évolution très forte, ou cette nouvelle clientèle, ou cette nouvelle demande qu'on n'avait pas avant, vous diriez quoi ?
Alors, si on prend la clientèle randonneur tranquille, Ouais, j'étais plutôt sur celle-là. voilà, ben, ça va être justement des hébergements de meilleure qualité. Le dortoir, c'est terminé. Ok. Ils veulent bien manger. On nous demande de l'hôtel. On leur explique que c'est pas possible. Ils n'ont pas de l'hôtel tous les jours et ils ont peut-être une meilleure qualité dans une belle chambre d'hôte qui fonctionne, quoi. Ok, donc vous diriez ça, l'hébergement qui est demandé par cette clientèle-là. Ok, Ouais, super, tout à merci fait. beaucoup pour ce témoignage, on peut vous applaudir. Alors, je vais appeler Anne Chrétien Nourri et Hubert Pfister de l'association Sur les chemins de Stevenson. Je crois que vous venez à ma place. Anne Chrétien Nourri. Alors, ils vont faire une intervention à deux, c'est le plus dur. On va les encourager. Hop là, je vous mets. Alors là, normalement, vous voyez, si je lance le truc, ça ne devrait pas partir tout seul. D'accord. Il y a une... Ah, j'ai pas pris la bipette. Allumez-le. Voilà, parfait. Parfait. La zapette. Et vous êtes bien. Oui, on va se risquer. Oui. On Je sais va, pas si- Oui, on voilà. va se risquer un numéro à 2, c'est pour ça qu'on a pris quelques papiers. Et le temps, d'abord vous dire qu'on est heureux de venir vous saluer, évidemment. On y va? Tout à fait. On y va. Ça marche. Et alors, on va Ça n'a d'abord... pas l'air de trop dormir. Si vous nous suivez, c'est bien. Non, maintenant, tu sais bien. Bravo, bravo. 2h30, c'est pas... C'est l'heure de la sieste, normalement, non? C'est pas l'heure de l'asthénie post-prandiale. Ah, d'accord. Mais Bon. non, pas du tout. Oui, Non, alors, pas trop plus près, près, c'est bien. plus près, mais voilà. Il peut y avoir des petits aléas quand je parle, si jamais. Ben, nous sommes venus à deux, bénévoles et néanmoins administrateurs de l'association Stevenson, pour affirmer ici l'importance que nous attachons, excusez-moi, j'ai été opéré, attachons au fait d'être membre de cette association qui a pour objet de faire connaître, promouvoir et animer le chemin de Stevenson et au-delà, nous y tenons aussi, au-delà le territoire dans lequel il s'inscrit et ce, dans les multiples dimensions, on en a parlé à l'instant, économiques, sociales, culturelles et environnementales. Histoire. Tout le monde connaît ou à peu près, mais on y revient. En 1878, Robert Louis Stevenson s'aventure sur le chemin devenu éponyme. En 1978, le Club Cévenol célèbre avec panache le 100e anniversaire, avec force manifestations et autres jumelages, impliquant autant les Cévenols que les habitants des terres d'origine de notre écrivain. C'était la première esquisse de ce qui deviendra le chemin Stevenson. Le chemin Stevenson en Cévennes, et pas les chemins Stevenson. Ainsi que le chemin de Stevenson, ainsi que celle du réseau européen Stevenson, qui est reconnu itinéraire culturel du Conseil de l'Europe et auquel nous participons aussi activement depuis 2015. Et ça, c'est la dimension internationale, européenne, mais pas que. Voilà. L'originalité de notre chemin, vous la connaissez, mais on peut la rappeler. Un homme, un voyage, un cahier bleu de 62 pages, un récit qui devient un livre édité sous le titre « Voyage en Cévennes avec un âne ». Et voici une citation, un court extrait d'un des brouillons de Stevenson concernant la préface, car non seulement le cahier de voyage a été retrouvé, mais même les brouillons de rédaction. Et ce brouillon évoque à lui seul, encore aujourd'hui, tout ce que peut être un chemin de grande randonnée, et qui plus est, à référence littéraire. Je cite, « Le voyage que va rencontrer ce petit livre... Raconter. Le voyage que va raconter ce petit livre fut très agréable et réussi. Après quelques expériences pénibles, mon ânesse,
me fit traverser un pays d'une grande aménité naturelle et rencontrer des gens charmants. En chemin, j'eus sans cesse affaire à des petits incidents sans importance en eux-mêmes, mais qui me firent éprouver beaucoup de plaisir. Et il nous semble là que tout est dit et bien dit. Voyage. Déplacement au sens plein du terme, comprenant l'aventure. Raconter. De l'importance de la narration et de la communication. Agréable et réussi. La satisfaction est attendue. À nous d'agir en conséquence. Quelques expériences pénibles. Je suis perdue. Malgré tout le soin apporté à la préparation, il faut savoir s'adapter. Nous parlions d'expériences pénibles, nous étions perdus. Ânesse. Voyage en compagnie d'un âne, si caractéristique de notre itinéraire, c'est aussi le copain, le compagnon, le confident, celui qui va tout aspirer, tous nos états d'esprit, d'humeur, du moment. Traverser un pays. C'est la grande itinérance. D'une grande aménité naturelle. Territoires et paysages agréables et accueillants. Rencontrer des gens charmants. Merci. Aller au contact de ceux qui viennent sur le chemin, se prêter à la rencontre de l'autre. Éprouver beaucoup de plaisir. S'adapter et s'en satisfaire avec plaisir. Nous aimons beaucoup cette phrase parce qu'elle est d'une écriture élégante, mais aussi quelle charge nous donne-t-elle ? Alors ce matin, on a vu, puisque vous n'étiez pas là on a vu beaucoup de choses de ce que nous oblige en fait la destination. Puis on a parlé de la question du mythe, de raconter, etc. Et donc là, il nous semble aussi que c'est important de parler de l'association qui a été créée et du cheminement qui a été fait. Mais le mythe, vous l'avez un petit peu touché là avec la littérature. On ne pouvait pas s'affranchir d'une partie un peu littéraire, n'est-ce pas ? Donc c'est en 1994 que notre association a été créée à l'initiative de celles et ceux qui allaient en devenir les acteurs principaux en tant qu'hébergeurs, accompagnateurs, animateurs culturels et autres prestataires de services, s'efforçant ensemble et avec le concours substantiel de nos chefs de projet d'intéresser le territoire au remarquable atout que peut être ce chemin. Actuellement, l'association réunit quelques 200 adhérents, dont 130 hébergeurs sur 272 km, soit un hébergeur pour 2 km. Petite parenthèse, puisque dans la question de l'hébergement, nous y reviendrons, mais au départ, justement, pour faire écho à ce que vous disiez tous les deux, c'est qu'on avait imaginé qu'il faudrait décliner toute forme d'hébergement possible. Donc voilà, ce qu'on a entendu ce matin vient aussi le renforcer. Donc nous, on en est donc à un hébergeur pour 2 km avec une certaine diversité. Mais la brochure est là pour vous renseigner. Et si son budget annuel peut paraître conséquent de l'ordre de 190 000 euros, il importe de souligner qu'elle, l'association, y contribue seule par moitié, pour moitié, avec ses cotisations et le bénévolat valorisé. Oui, je crois qu'il est important de rappeler toujours l'engagement collectif de tous nos adhérents, parce qu'effectivement, produire à nous seuls la somme de 90 000 euros, c'est tout de même une sacrée gageure à répéter tous les ans. Et une valorisation donc bénévole de l'ordre de 18 000 euros. 18 à 20 000 euros, si on compte tout, oui. Alors, on va vous donner quelques chiffres, parce que ça fait partie aussi
des repères possibles. 15 000 randonneurs par an depuis 2 ans, avec un séjour moyen de 8 à 9 jours, soit un quasi-doublement depuis l'étude que nous avions faite en 2016. La très prochaine étude, en 2023, permettra vraisemblablement de confirmer les estimations actuelles qui indiquent des retombées économiques comprises entre 7 et 8 millions d'euros par an du Puy-en-Velay à Alès, soit entre 25 et 30 000 euros du kilomètre. Ça, je le dis notamment pour les représentants des collectivités, c'est bon à savoir. Ces chiffres pourraient laisser penser que tout va bien. Nous ne le pensons pas et considérons qu'ils ne peuvent que nous inciter à la vigilance. Nous souhaitons partager avec vous quelques constats et nos interrogations. C'est vrai, 28 ans d'âge, ça nous donne quand même une certaine assurance. On ose dire des choses. Parce qu'il a fallu s'adapter sans cesse, parce qu'il a fallu être à l'écoute des nouvelles demandes, et c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui tous ensemble, et qu'il a fallu aussi accompagner les uns et les autres. Prendre en compte de nouveaux comportements tels que les séjours fractionnés, des séjours décidés à la dernière minute sous l'effet d'une impulsion ou de prescription médiatique, ou encore des réseaux sociaux. Sans préparation ni même connaissance de la randonnée, certains arrivent non préparés, non initiés, induisant de nouveaux flux difficiles à gérer qui interrogent tant la pratique des hébergeurs que la capacité de charge du territoire. C'est un peu ce qui fait écho aussi à ce qu'on a entendu depuis ce matin. Comment continuer à bien accueillir, tant sur le chemin lui-même qu'aux étapes? Quels équipements mettre en place sans dénaturer le chemin et le territoire? Comment anticiper les effets d'une surfréquentation? Comment veiller à ce que les multipratiques ne se contrarient pas? Comment éviter une saturation pour le territoire ou une déception des visiteurs? Comment se prémunir des effets préjudiciables à la conservation de l'environnement et du patrimoine, ou encore d'une artificialisation de nos modes de vie? Enfin et surtout, comment éviter le risque de ruiner ce qui a attiré les visiteurs et autres voyageurs? Voilà, donc ce qui nous est commun, c'est voilà, pour terminer le voyage, dans ce qui nous est commun, il y a la notion de, alors sans vouloir être moraliste, mais la notion de partager ce qui nous est commun et de façon à ce que nous fassions communauté. Et pour faire communauté, il faut une bonne gestion des flux aux étapes où se superposent parfois plusieurs itinéraires. Voilà. On ne va pas se cacher les choses. Sur le parcours, que ce soit Florac ou le pont de Montvert, il y passe le Stevenson, il y passe Urbain 5 et il va y passer le 736. Nous inquiétons pour la capacité d'accueil. Parce que nous avions travaillé à cette capacité d'hébergement depuis le début sur le Stevenson. Il nous a fallu 25 ans avant que ça marche, donc voici, on s'y est appliqué, et donc on aimerait bien que ça continue à être possible de s'arrêter au pont de Montvert et à Florac. Et donc la charge multipliée par 3, étant donné que la fréquentation a beaucoup augmenté puisqu'elle a doublé en 6 ans, nous aimerions nous assurer qu'on ne déborde pas trop là. On a débordé? Oui. Non, ah bon, d'accord. Donc, alors, pour une qualité de l'accueil, il faut une fiabilité de la capacité. Je ne suis pas perdue. Non, c'est bien. Et non seulement la fiabilité de la capacité, autant que la joie de recevoir.
Ça, pour nous, ça nous paraît fondamental. Puisqu'on a vu aujourd'hui, nous, sur le Stevenson, des gens qui, au mois de juin, étaient déjà fatigués de l'abondance et puis, surtout, de ces comportements différents, enfin, de ces nouvelles clientèles. On veut bien s'adapter, mais jusqu'où s'adapte-t-on à tous les desiderata? C'est quelque chose de très ambitieux à honorer et à répondre. Et puis... pour finir, pour enchanter l'usager, il nous semble qu'il y a une offre d'animation. Alors, il y a des messages qui sont plus ou moins ingrats. Moi, je voulais faire un petit sketch sur les choses dont on nous parle pour dire, bon, on pourrait penser que tout va bien, et puis nous, on dit, ah ben non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas bien, on a un peu des préoccupations de riches, mais n'empêche que ce qui ne va pas bien, c'est que... Par exemple, je vais vous faire une évocation, parce que théâtralement, ça pourrait être très bien rendu. Si je vous fais ça... J'ai peur qu'elle me tape. C'est les besoins naturels le long du chemin. Les besoins naturels le long du chemin, on comprend, mais franchement, pas savoir les couvrir de pierre, par exemple, voilà. C'est des choses qu'on pourrait en fait faire passer dans... non pas des chartes du comportement, non pas des protocoles, des écrits de 12 pages, mais peut-être avec une animation théâtrale, avec des choses comme ça sur lesquelles on pourrait parler, s'adresser aux usagers pour leur donner des petits indices. Parce que on se permet de vous dire ça aujourd'hui parce qu'on vient de faire on se fait l'écho de 4 réunions de secteurs que nous avons organisées, puisqu'on est sur 272 km et que voilà, ça correspond à 4 régions géographiques. Nous l'avons découpé en 4 secteurs qui nous permettent d'avoir des interlocuteurs de proximité qui font le lien. Et donc voilà, tout ce qu'on a entendu là et tout ce qu'on vous a dit là sur les inquiétudes, c'est ce que les 70 personnes qu'on a entendues, puisqu'on a tenu 4 réunions auxquelles il y avait plus ou moins 15-20 personnes. Et donc, entre 70 et 80 personnes ont témoigné de choses que nous avons fait remonter ici de façon assez concrète, en espérant que ça vous aura intéressé. Et vous dire que dans les nouvelles populations, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas vraiment développé, mais parce qu'on aurait voulu faire plusieurs autres sketchs, mais c'est la question de l'accueil des populations à mobilité réduite. Et tu peux dire un mot, s'il te plaît, Hubert, sur le Ivoire. Alors pour les personnes à mobilité réduite, bon, vous savez que l'association a pu être équipée de 2 escargolines, dont l'une a été spécialement animée, présentée par Jean-Pierre Marie, ici présent. Avec Evelyne. Et donc ça, c'est pour les personnes à mobilité réduite qui, grâce à cet attelage, peuvent parcourir, si ce n'est la totalité du chemin, tout au moins une bonne partie. Et nous avons aussi la chance d'avoir établi un partenariat avec l'association Ivoire. Comme le nom ne l'indique pas, Ivoire, c'est une association pour déficients visuels et aveugles. Et nous avons la chance que le chemin de Stevenson soit maintenant totalement numérisé pour être pratiqué par des personnes soit totalement déficientes, soit totalement aveugles, soit très malvoyantes. Grâce au soutien du parc et à travers le parc de la GMF, cette numérisation a pu être faite. Il y a eu un stage de formation, de sensibilisation à Saint-Jean-du-Gard et à l'automne, quasiment aux dates du anniversaire du voyage de Stevenson, un groupe de 6 non-voyants accompagnés par 2 guides a fait le chemin tout seul. Ils ont tout organisé depuis jusqu'à Chasseradès. Et parmi ce groupe, et je m'arrête juste après, nous avons eu la chance de retrouver quelqu'un que nous avions croisé à Saint-Jean-du-Gard, qui est en train de se former pour accompagner les aveugles, et je précise que lui-même l'est.
Voilà, et merci, excusez-nous, on a juste un tout petit peu débordé, pour dire que cette sensibilisation en fait des publics est aussi une opportunité de leur mettre par exemple des étoiles plein les yeux avec les ciels étoilés. Enfin, vous êtes plusieurs ici, le parc avec la réserve du ciel étoilé et l'animation que vous en avez fait qui est formidable. Et puis, les arts en général, c'est-à-dire que les messages que nous avons besoin de faire passer peuvent être très bien traités sous la forme un peu théâtrale. Et puis, je voudrais savoir à ce propos, qui a vu la pièce Adieu Modestine? Est-ce que vous voulez bien lever la main? Oh, vous êtes 3, 4, 5, oh, c'est bon. En tout cas, oui, il y en a quelques-uns quand même. Et c'est pour dire que, voilà, ça c'est extraordinaire parce que c'est à la fois, nous sommes passés à une animation que nous faisions tout le long du chemin chaque année, des festivals. Et puis maintenant, on a plutôt confié des missions à des gens comme là, c'était initié au Monastier par Janet Darn, sur cette troupe qui en fait prépare le texte et fait quelque chose de formidable. Et c'est quelque chose qui est très à la fois efficace. Et puis on a aussi fait quelque chose avec les étudiants, les scolaires en fait, le public scolaire. Il faut que ça arrête. Oui, je sais. On va Non, mais tout c'est leur pour dire. dire. Vous remarquez que je viens à côté de vous, je commence à vous Oui, pousser un petit peu. Mais moi, je saurais vous pousser aussi pour dire qu'il n'y a rien de mieux que les arts. Mais on va voilà. pouvoir. Merci beaucoup, déjà, tous les deux. On va pouvoir vous poser des questions, en fait. Je pense qu'on va revenir sur des choses avec les questions, les remarques ou les interventions qu'on va pouvoir avoir dans la salle. Alors, par rapport à ce qui a été évoqué là, sur des clientèles, des nouvelles attentes, il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des éclaircissements, des précisions à donner? Allez-y, il y a des micros dans la salle. Le temps que ça arrive vers vous, moi j'en ai plein de questions, j'ai noté plein de trucs. C'est une catastrophe. Si je vous pose toutes ces questions-là, on dort là ce soir tous. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas la salle très bien. Oui, allez-y, madame ou monsieur, je ne vois pas très bien. Madame. C'est bon. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Donc on a beaucoup parlé évidemment avec des prestataires, de clients, de clientèle et tout ça. Et en fait, c'est juste pour rappeler qu'il y a aussi des gens qui sont susceptibles de faire de l'itinérance sans être clients, en fait. Voilà. Absolument, et c'est juste pour pas oublier, parce que c'est vrai que du coup c'est plus difficile, on a moins de choses à organiser ou à préparer, enfin c'est pas le même focus, donc je comprends qu'on en parle moins. Mais voilà, c'est pour pas oublier, tant qu'on parle de toutes ces choses qui sont très cadrées, très organisées et tout ça, qu'il n'y a pas que ces réponses-là à donner, parce qu'il n'y a pas que ces clientèles-là, il y a aussi des gens qui se baladent, qui vont faire l'itinérance, des voyageurs. Par eux-mêmes, oui. D'ailleurs, on a beaucoup sur le chemin de Stevenson, des comme ça. C'est pour ça que vous avez les deux visions un petit peu. On a bien senti l'engagement à la fois de personnes comme nos deux premiers intervenants, c'est le métier, et puis on a très bien senti votre engagement profond et viscéral en tant que bénévole sur un autre chemin. Moi, il y a une question que je voudrais vous poser, parce que c'est revenu, vous avez parlé des clientèles non préparées. Vous avez parlé de ça. Quasiment tous, pas dans les mêmes mots, mais des clientèles non préparées. Alors ça peut être, alors de mon point de vue en tant que consultant, quand je travaille je rencontre les clientèles, etc. Est-ce que vous pensez les uns et les autres qu'on va avoir de plus en plus de monde sur des chemins de randonnée, style le chemin Stevenson ou d'autres, qui viennent accompagner ou qui viennent en autonomie sur le chemin, peu importe, mais qui vont arriver là complètement non préparés? Première question, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour ces jeunes-là? En amont, pendant, etc. Qui peut répondre à ça? Vous avez pris le micro. Je vais répondre juste de ces personnes qui ne sont pas préparées. Je pense que là, on s'est un peu focalisé sur le post-Covid et il faut un peu revenir sur le terre-à-terre. C'est que là, les chiffres, la clientèle, en 2022, on est revenu à ce qui se faisait en 2019. Voilà, là, c'est sûr que ça a été... on s'est fait submerger, chambouler, énormément de monde sur le Stevenson, tout ça, mais en fait, là, on est revenu à quelque chose de plus stable et des personnes qui sont plus cohérentes et qui préparent leur séjour. Après, ça, c'est ma vision de clients journaliers et de clients séjour aussi. Ouais.
Ok, Laurent, ça c'est votre ressenti, vous, au niveau de votre activité. Oui, vous avez peut-être... Moi, j'ai une petite anecdote, oui. parce que comme on sentait les choses venir, là, au mois de juin, ça commençait à chauffer. Et je suis allée interroger la pharmacienne de Florac. Je lui ai dit, alors vous, comme c'est une nouvelle pharmacienne à Florac, je lui ai dit, alors vous, vous le vivez comment, là, les randonneurs et tout? Ah ben, elle me dit, ben, on a vu des gens arriver avec la plante des pieds, une seule et même ampoule, et nous demandant de la pommade pour continuer le lendemain. Et là, elle a dit, ben non, mais même sur le Stevenson, il n'y a pas de miracle. Hein. Là, on ne pourra pas... C'est pour dire qu'on a vraiment affaire à des gens qui n'ont pas de notion. C'est-à-dire des marcheurs occasionnels qui n'ont pas la pratique de la randonnée, qui n'ont pas... les codes, ce ne serait pas bien de dire les codes, parce que ce n'est pas seulement les codes, c'est l'expérience. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là? Peut-être il faut les informer avant. Frédéric, oui, une idée? Ou une remarque par rapport à ce que je viens de dire? Oui, alors nous, c'est vrai que quand on vend un séjour, parce qu'on vend un séjour, donc les gens ont une démarche en amont. Donc on a le temps de les préparer, on a le temps de décrypter la demande, on a le temps de moduler, d'adapter lorsqu'on voit les questions, lorsqu'on voit les hésitations. Donc on peut les réorienter sur des choses un peu plus soft lorsqu'on sent que les gens vont s'engager vers des choses qui sont hors de leur portée ou qui vont se mettre en danger. Donc ça, je considère que c'est quand même assez confortable, contrairement à un prestataire d'activité qui voit un flux de personnes arriver et qui se découvre trailer ou qui va se découvrir randonneur alors qu'il n'a jamais marché et qui se présente en tongs ou en petite basket. Donc ça, c'est un peu différent. Oui, Monsieur Pfister. Je vais juste préciser que c'est aussi un des rôles de l'association qui est d'accompagner les gens lorsqu'ils envisagent de venir. Nous avons tout de même beaucoup de contacts, soit par mail, soit par téléphone. Et bien souvent, il nous faut rétablir un petit peu les choses, parce que quand quelqu'un vous appelle et qui vous dit « Je voudrais un âne pour commencer ma randonnée demain », sans avoir rien réservé, évidemment, on va aller vers la désillusion. Mais j'insiste sur cette dimension importante de l'association, qui est d'essayer de guider ceux qui veulent venir sur le chemin et le territoire. Ok. Est-ce qu'il y a, par rapport à ce qu'on vient de dire, ou autre chose, une question, une remarque? J'ai entendu que ça faisait du brouhaha dans la salle quand on parlait. Oui, je crois. Moi, j'entends ça. Bon. Remarque ou pas là-dessus? Sur ces nouveaux... Vous savez, tous ceux qui débarquent, on ne peut pas leur en vouloir. Vous savez que vous avez une immense majorité des habitants de ce pays qui n'ont jamais foutu les pieds vraiment dans ce qu'ils appellent la ruralité. Ce qui est... Enfin, moi, j'habite à la campagne. Bon, bref, on ne peut pas trop leur en vouloir. De ne pas savoir. Ce que vous avez montré tout à l'heure, l'appel, là. Ah, vous savez que c'est le principal, un des gros problèmes sur les chemins de Compostelle actuellement. L'appel. Enfin, justement, qu'il n'y en a pas. Donc, il y a des endroits, si vous voulez, ça devient un peu compliqué d'avoir les bons réflexes. Pas de remarque là-dessus. Moi, j'aurais une autre question à vous poser. Du coup, je ne sais plus qui c'est parmi vous qui l'a dit, je l'ai noté. Ah, c'est Anne Chrétien-Nourry qui a dit ça. Vous avez dit, on est en train de parler des clientèles, de leurs demandes, de leurs attentes. Vous avez dit, ces clientèles, elles évoluent, les gens évoluent, les pratiquants évoluent. Ils ont de nouvelles demandes, de nouvelles attentes. On a une question fondamentale à se poser, c'est faut-il absolument s'adapter pour répondre à toutes les demandes? Vous avez émis vous avez juste posé la question tout à l'heure. Je pose la question à la salle, si jamais il y en a parmi vous qui peuvent réfléchir à ça. Jusqu'où peut-on aller dans un produit d'itinérance pour l'adapter complètement aux attentes des clientèles? Est-ce qu'il faut aller très loin? Est-ce qu'il faut rester dans ce qui fait l'authenticité d'un produit? Je peux vous poser la question. D'ailleurs, je vous pose la question à la salle, s'il y en a qui veulent réagir, mais je vous la pose également à vous quatre. Vous avez posé la question, et j'imagine que vous avez derrière vous une position, qui peut être différente d'ailleurs, et toute position est tout à fait respectable. Moi, ça se... Non, c'est bon. C'est bon? Non, on vous entend bien. Moi, j'ai le concept... Pourtant, j'aime pas utiliser des termes anglais à tout bout de champ,
Mais j'ai coutume de dire l'open bar, jusqu'où l'open bar, quoi. Les gens qui voudraient arriver en haut de la montagne et trouver une bière fraîche, je sais pas, des crêpes, jusqu'où on va, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi, dans ce qu'on a dit un peu de façon littéraire, c'est de revenir à, en tout cas, annoncer de façon plus distincte et plus affirmée que quand on voyage, on se déplace. Et on se déplace, ça veut dire on se déplace, on sort de sa zone de confort. Comme il l'a dit très justement, il y a des incidents qui sont du fait de ne pas avoir tout son plein confort, mais ça fait partie du voyage. Ok, c'est votre vision de vendre un certain inconfort quand on vend l'itinérance. On va revenir à des choses plus simples. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Laurent ou Frédéric, vous avez après, je rajouterais aussi quelque chose, il y a une évolution des pratiquants, des clientèles. Malheureusement, il y a aussi une évolution des hébergements, des restaurateurs. C'est malheureux aussi, c'est que c'est des métiers difficiles et après, c'est pas facile à chacun de se dire tiens, je vais faire des journées de 72 heures de boulot et c'est aussi la tendance, c'est malheureux. Voilà, on cherche le confort un petit peu des deux côtés en fait aussi, c'est comme ça. Ok, ça s'entend. Oui, l'open bar, sans doute pas, surtout pas, j'ai envie de dire. Après, les pratiques, elles évoluent avec l'époque, etc. Faut rester quand même dans l'essence même de l'itinérance. Faut communiquer, je pense. Faut essayer de donner faut donner un cadre quand même à l'itinérance, et comme avec un enfant qui découvre la vie, faut donner des balises, des repères entre lesquels en effet on peut naviguer, mais au-delà des repères, en effet, on peut pas faire. Et c'est vrai que ce qui était dit, c'est que l'itinérance, il y a toujours une part d'inattendu, donc il faut être en capacité d'accepter et d'appréhender l'inattendu, donc faut le faire comprendre. C'est pas le métro qui arrive à heure régulière. C'est des bagages qui peuvent être retardés. Voilà, ça fait partie de la vie. On doit accepter ça. Donc la clientèle, elle a des droits, mais elle n'a pas tous les droits. Donc, et ça, nous, en tant qu'organisateurs, en ce qui me concerne, j'essaye de le faire respecter, parce que sinon, c'est libre cours à plein d'excès, plein d'intolérances, ou de déception. Et de déception, donc voilà. Donc gros efforts, donc vous avez souvent prononcé le mot informer, communiquer, expliquer. Il y a peut-être beaucoup d'efforts à faire en amont. Peut-être que sur énormément de sites internet, de destinations, même de professionnels, on parle beaucoup des choses que l'on peut faire et on parle assez peu finalement de ce que tu viens d'évoquer, des cadres, des choses, etc. Il y avait une question, une remarque, monsieur ? Oui, je voulais dire que peut-être... si vous voulez juste vous présenter, j'ai oublié de vous le dire quand vous prenez la parole. Oui, Jean-Marie Miss, je suis le président de l'association des Amis du Chemin de Saint-Guillain. Donc je voulais dire que peut-être la problématique qui est exposée ici, à ce niveau-là, c'est, j'allais dire, le revers de la médaille de ce qui a été nommé comme prescription médiatique. Parce qu'effectivement, le Stevenson, comme vous avez cité le Saint-Jacques, font l'effet ont une notoriété. Et au niveau médiatique, je ne vais pas dire qu'on est abreuvé, mais c'est une excellente chose puisque ça accroît la notoriété de ce chemin. Mais en même temps, certainement que ça amène un public effectivement peut-être pas préparé sur ces chemins. J'en parle d'autant plus facilement que nous, au niveau du chemin de Saint-Guillain, ce n'est pas ce qu'on observe. Au contraire, que ce soit par le lien des réseaux sociaux, par le lien de notre site web ou par téléphone, les randonneurs se renseignent, effectivement. J'ai entendu dire que le Saint-Guillain était un peu plus difficile. J'ai entendu dire que tel passage, ça faisait un peu peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux le faire? Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a un effet de cette notoriété, et je trouve que le terme prescription médiatique est particulièrement adapté, et peut-être faut-il voir là une des causes peut-être de ce problème de non-préparation. Oui, merci, je trouve ça très pertinent et ça me tend la perche justement sur un point. On ne serait pas allé jusque-là dans la démonstration parce qu'on n'est pas donneur de leçons. Toutefois, l'attractivité et vendre la carte postale, alors
j'étais mal placée et je peux même faire amende honorable parce que en fait nous avions surtout des photos de paysages et pas tant de un peu des gens et des ânes mais peu parce qu'on n'avait pas vraiment on n'a pas passé 40 heures à préparer le truc. Donc mais au niveau de la vente en fait de l'espace qu'on vend qui est vraiment une carte postale, des cartes postales, ça fait aussi moi, je ne voudrais pas entraîner l'assaut dans la responsabilité de ce que je dis là. C'est la question de faire monter les prix du foncier. Et parce que j'ai des écoutes, j'ai des amis qui sont qui me disent que les prix montent du terrain, des maisons. Et puis ensuite de quoi? Si on ne peut plus héberger des gens pour bosser dans les restaurants ou pour bosser dans les lieux d'accueil, comment on fait? C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est une question du foncier, de la montée en fait, des prix. J'espère que j'ai été claire, je ne sais pas si je me fais Oui, ce que vous signalez, c'est ce qu'on constate sur beaucoup de territoires touristiques. À partir du moment où on commence à avoir beaucoup de monde, beaucoup de notoriété, il y a un petit peu tout qui suit derrière. Je suis obligé vous voulez dire un truc? Rapidement, M. Fisser, s'il vous plaît. Ça concerne votre carte postale. Il ne faut pas tromper les gens. Si vous leur dites « Venez, nous avons des grands espaces », et que ces espaces, vous ne pouvez les voir que quand vous êtes coincé entre deux haies de barbelés parce que tout est fermé, c'est difficile à gérer. Ok, tenir la promesse. Je peux poser une dernière question. Je regarde ma maître du temps à moi, parce que moi je fais le maître du temps, là, mais j'ai une maître du temps aussi en coulisses. C'est pour ça que s'il vous plaît. Oui. Excusez, moi j'aurais juste une question, pardon, petite intervention. Sophie, Auberge du Moulin à Saint-Énimie, un hôtel de 10 chambres. Donc ça fait quelques années, de nombreuses années qu'on reçoit beaucoup de randonneurs, de plus en plus de randonneurs, parce que ça reste un sport qui est relativement bon marché au niveau de l'équipement. Et là, on voit depuis 2-3 ans, on reçoit de plus en plus de cyclistes. Et effectivement, quand on parlait d'open bar, on commence un peu à appréhender, excusez-moi de l'expression, la clientèle cycliste, parce qu'ils deviennent, ils deviennent où ils sont, je ne sais pas, ils ont des équipements qui coûtent relativement cher. Et du coup, oui, ils sont plus exigeants que les randonneurs, mais on veut continuer à les accueillir. Je sais qu'il y a des hôtels qui sont spécifiés dans l'accueil uniquement de cyclistes, ce qui n'est pas notre cas à nous parce qu'on essaie de cibler quand même une clientèle assez large. Et du coup, on ne veut pas se fermer de cette clientèle, mais auriez-vous des conseils au niveau surtout de la restauration? Il faudrait les servir tard le soir, se lever tous les matins à 5h30. Nous, dans la restauration, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est compliqué. Peut-être Frédéric, un mot sur les cyclistes ou Laurent Chalvet, je ne sais pas. Sinon, je peux en parler, je fais partie de votre clientèle. Je suis le chien à vélo, en gros. Là. Oui, les cyclistes. Alors moi, j'ai plutôt une clientèle de VTTistes. Alors c'est encore un petit peu différent. Oui, c'est des clientèles assez exigeantes. Alors c'est parce que en effet, il y a la valeur du vélo, il y a cette monture qu'ils chérissent. S'ils pouvaient dormir des fois avec, je pense qu'ils le feraient. Je confirme. D'accord. Donc donc la sécurisation du vélo, ça c'est indéniable. Il y a l'avènement de l'électrique, donc il faut de quoi recharger la batterie, ça va de pair. Après, oui, il y a certains pratiquants qui sont très à cheval sur le côté diététique, sur le côté nutritionnel. Alors moi, j'en suis pas à ce niveau-là en termes d'exigence, simplement des repas équilibrés avec des sucres lents, des choses assez basiques. Il y a entre la non prise en compte de la spécificité de l'activité dite outdoor et puis le degré, on va dire quasi nutritionnel scientifique, où là, on passe dans des délires, et là, je ne pense pas qu'on ne soit pas là-dedans. Mais il y a un entre-deux, mais faut que ça soit, comment dirais-je, souligné avec tact. À mon sens, de la part de ces clientèles, elles n'ont pas tous les droits, comme je disais tout à l'heure. Elles ont peut-être à formuler
leurs spécificités, mais en restant correct, et puis en tenant compte aussi des capacités à abonder dans leur sens de la part des professionnels. Merci Frédéric, merci à tous les quatre pour vos interventions diverses et variées. Merci aux questions, on peut vous applaudir, on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Juste pour rebondir par rapport à la dernière intervention, là, je pense qu'il va y avoir aussi à réfléchir de manière très sérieuse par rapport au réchauffement climatique. Et nos clientèles aujourd'hui de randonneurs, de VTTistes et de cyclotourisme, eh bien, ils vont peut-être pas pratiquer l'activité comme ils l'ont pratiqué ces dernières années. Si le réchauffement climatique perdure, quoi. Donc effectivement, il va falloir peut-être qu'on s'adapte aussi, que les prestataires s'adaptent. Ok, merci beaucoup. Alors si vous voulez parler du vélo, écoutez, je reste à la fin, on parle du vélo. Je suis votre homme.